L'angle qui m'intéresse le plus, comme vous allez le voir cet après-midi, c'est de vraiment faire comprendre comment est-ce que ces molécules-là fonctionnent, comment est-ce qu'il y a une interaction entre le bagage avec lequel les gens arrivent, donc leur facteur de vulnérabilité, leur prédisposition, leur histoire, leurs expériences de vie, puis venir faire coller ça à une thérapie qui peut venir leur apporter beaucoup de bénéfices, mais en expliquant comment est-ce que le mécanisme d'action fonctionne, comment est-ce qu'au niveau neurologique, les gens peuvent avoir différentes prédispositions, facteurs de risque pour ces conditions-là. Bonjour Jean-Christophe. Bon matin Brigitte, ça va? Oui, fantastique. Ouais. Vraiment, là, top shape. Cool. C'est un beau congrès. Oui, c'est Vraiment. ça. Alors, nous sommes au congrès de la Fédération des pharmaciens du Québec au Château-Vaudreuil, 18 mars. C'est vraiment des conférences qui sont fascinantes et tu présentes cet après-midi une conférence qui est vraiment très importante parce qu'on sait qu'en ce moment, tout ce qui est les médicaments de GPE, ça fait beaucoup de bruit. Mais avant d'aller là-dedans, Jean-Christophe, parle-moi un peu de qu'est-ce qui te motive le plus en ce moment? Parce que tu es pharmacien propriétaire, tu gères des entreprises. Où tu vas chercher là, ton empowerment? Moi, je te dirais, c'est dans la gestion des projets. Au-delà des défis du quotidien, au-delà de la gestion de personnel, au-delà des manques de ressources, les défis auxquels on fait tous face, moi, c'est d'être capable d'avancer, puis innover, puis être à l'avant-garde malgré tout. Donc, oui, dans notre rôle de propriétaire, de chef d'entreprise, de gestionnaire, on va avoir plusieurs défis à relever là, qui sont plus la poutine du quotidien. Mais après ça, d'être capable de, malgré les défis, malgré les difficultés, au-delà de ça, d'être capable d'innover puis d'être capable d'aller de l'avant là, avec des projets qui sont stimulants. Tu es un homme d'équipe, toi. Ouais, toi, tu es capable de rassembler autour de toi des gens qui vont pouvoir amener justement la concrétisation de tous ces projets-là. Bien, c'est un beau compliment. C'est ce que je pense aussi. Là. Je suis toujours en train de me demander ce que je suis en train de faire dans ma gestion, dans qu'est-ce que je gère au quotidien. Est-ce que c'est moi qui est la meilleure personne qui est placée pour faire ça? Est-ce que c'est moi qui ai le plus à valeur ajoutée à cet endroit-là? Puis je pense qu'en réalité, l'endroit où je suis plus à valeur ajoutée, c'est quand je fais de la gestion de projet puis que je développe des programmes de formation, des choses comme ça pour les employés. Là. Puis en même temps, tu es capable de voir, tu sais, avec toute la mouvance qu'on voit dans le domaine de la santé intégrative, l'interdisciplinarité qui prend beaucoup de place. Et nous, on a, les pharmaciens, plusieurs lois qui ont été votées depuis les 20 dernières années qui vont faire en sorte qu'on prend aussi des jalons dans les interventions qu'on peut faire. On prescrit de plus en plus. Puis on a la fameuse loi 67 qui va donner encore plus d'autonomie aux pharmaciens, mais en même temps, ça va amener plus de collaboration interprofessionnelle. Comment toi tu perçois ça? Parce que tu dois, tes équipes doivent te poser des questions. Tu sais, comment tu vas instaurer tous ces aspects-là dans ta pratique? C'est une super bonne question. Là. En fait, moi, j'essaie toujours de voir comment est-ce que moi, je vais trouver ça stimulant pour être capable de devenir enthousiaste puis passionné avec ce qu'on fait. Puis je prends l'exemple de, on va s'en aller parler des GLP-1. Mais moi, dans ma pratique, on a démarré une clinique de prise en charge de l'obésité. Puis moi, je vois beaucoup d'avenues, d'opportunités dans le cadre. Ça fait combien de temps tu as fait ça? Ça fait depuis le mois de novembre. Là. On est en mars, là, fait que ça fait déjà quelques mois. Puis j'essaie de voir comment est-ce que les nouvelles responsabilités puis les nouveaux pouvoirs qui vont nous être donnés vont être capables de moi propulser cette pratique-là dans une pratique qui est un petit peu plus nichée. Après ça, ça va avoir un impact majeur sur le reste de notre pratique aussi parce qu'on va être capable d'initier, amorcer à partir du moment où on a un diagnostic. Mais dans le créneau spécifique où moi je travaille puis qui me passionne beaucoup en ce moment, qui est la gestion de l'obésité, je vois des avenues vraiment importantes, des patients orphelins, des patients où est-ce que leur médecin n'est pas nécessairement ouvert, qui ont eu de la difficulté à se faire entendre. Est-ce que nous, à ce moment-là, on ne pourrait pas avoir un impact plus grand sur ces patients-là en étant capable d'initier de la pharmacothérapie? Là. Donc, dans le fond, tu as été capable d'aller chercher une niche pour offrir un service aux patients, à la clientèle, patients orphelins, mais aussi une meilleure prise en charge parce qu'on sait que les gens, ils ont besoin, surtout dans ce type de problématique santé, de suivi. Oui, nous, c'est un besoin qu'on a identifié.
J'ai toujours été intéressé par l'obésité parce que, j'avais fait un peu de recherche sur la neurobiologie de l'obésité au moment où j'étais aux études en neurosciences à l'Université McGill. Puis, je trouvais ça fascinant de voir comment est-ce que dans la population générale, on avait l'impression que c'était qu'un problème de volonté, puis que c'était seulement un problème d'apport énergétique, puis que tout le monde partait avec les mêmes bases. Mais comme je vais le présenter tantôt, on voit qu'il y a plusieurs facteurs de vulnérabilité, notamment au niveau génétique, au niveau comportemental, au niveau environnemental, qui font en sorte qu'il y a certains patients qui sont beaucoup plus vulnérables à la prise de poids. Puis les nouvelles médications sont un peu méconnues encore. Les nouvelles médications qui peuvent être très puissantes, qui peuvent aider beaucoup, là, qui peuvent être très, très promoteurs de santé pour ces patients-là, c'est de déstigmatiser, démystifier l'utilisation de ces molécules-là auprès de la population générale, auprès des prescripteurs, auprès de mes collègues pharmaciens, puis auprès de mes patients spécifiquement. Il y a un aspect scientifique dans tout ce que tu exprimes. Puis je sais, tu es chercheur dans l'âme. Je me rappelle, tu m'avais parlé de tes études en neurosciences, pharmacologie. C'est ça, à l'Université McGill. Puis comment tu as voulu, après ça, bifurquer vers la profession de pharmacien parce que tu as besoin de contact avec les patients. 100%. Mais dans ton projet, tu sais, puis c'est ça que je note dans ton fil conducteur, tu es motivé. Il y a la science, il y a l'avancement des thérapeutique, un meilleur usage des médicaments. Il y a une forme de pharmacovigilance là-dedans parce qu'en même temps, ça permet de faire des maillages avec les médecins, les spécialistes et d'autres professionnels de la santé, de dire, mais voici dans un contexte donné, si on parle par exemple de l'obésité, pour tel patient, telle molécule peuvent être plus adaptées. C'est un peu ce que tu essaies de mettre dans cet écosystème de soins. Oui, puis l'angle qui m'intéresse le plus, comme vous allez le voir cet après-midi, c'est de vraiment faire comprendre comment est-ce que ces molécules-là fonctionnent, comment est-ce qu'il y a une interaction entre le bagage avec lequel les gens arrivent, donc leur facteur de vulnérabilité, leur prédisposition, leur histoire, leurs expériences de vie, puis venir faire coller ça à une thérapie qui peut venir leur apporter beaucoup de bénéfices, mais en expliquant comment est-ce que le mécanisme d'action fonctionne, comment est-ce qu'au niveau neurologique, les gens peuvent avoir différentes prédispositions, facteurs de risque pour ces conditions-là. On ne choisit pas d'être gros, ça c'est sûr. Mais tu sais, dans l'aspect éducatif que tu donnes aux patients, c'est sûr que ça leur amène une meilleure motivation. Puis ils savent aussi que l'accessibilité d'avoir un pharmacien de quartier qui peut répondre à des questions rapidement, parce que souvent les gens, pour conserver leur motivation dans un traitement très particulier, ils ont besoin de cheminement, d'accompagnement. Oui, on va venir vraiment carrément jouer notre plein rôle de coach du médicament en tant que pharmacien dans un domaine comme ça. C'est vraiment on part de où le patient part dans son apprentissage par rapport à la gestion du poids, par rapport à l'utilisation de ces molécules-là. Donc, on vient se coller à qu'est-ce qu'il y a déjà comme connaissance, qu'est-ce qu'il y a déjà comme bagage. Puis, je pense que le rôle de coach du médicament, c'est vraiment là où on doit se concentrer parce qu'un sujet comme celui-là, ça commence à être facile de s'éparpiller. Nous, on a décidé dans notre clinique de gestion d'obésité de faire la prise en charge de la médication. Et après ça, si les gens ont besoin d'avoir un suivi au niveau nutritionnel ou au niveau psychologique ou au niveau de l'activité physique, on est moins bien placé pour faire ça. On essaie de se trouver des alliés à qui on peut référer. C'est ça, j'allais dire, tu peux avoir des collaborations extérieures auxquelles tu fais une référence. Ça reste difficile. Ça reste difficile. Ouais. Les enjeux monétaires sont vraiment présents. Déjà, les gens ont de la difficulté à arriver au quotidien. Là, après ça, il faut qu'ils déboursent des centaines de dollars par mois pour une molécule. Il faut qu'ils déboursent des centaines de dollars à chaque séance pour avoir des services au privé, de la psychologie pour la gestion du poids au public, très, très, très difficile d'accéder. Moi, c'est mon fer de lance, tu le sais. Hein? En étant engagée dans la santé intégrative, je me dis tout le monde, on devrait avoir la même équité dans l'accessibilité, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la société dans laquelle on évolue, mais on essaie de tendre vers ça, on essaie d'avoir on pourrait dire des métamorphoses dans notre système de santé, qui en a grandement besoin pour justement amener ces collaborations qui sont avec des professionnels de la santé comme des kinésiologues,
les nutritionnistes, où les gens vont pouvoir avoir accès à ce type de service. Fait que toi, je sais que tu comprends toute l'essence puis l'importance que ça peut avoir. Puis l'accès en traitement, puis une fois qu'on est malade, mais je pense que la stratégie nationale de prévention de Santé Québec offre un angle vraiment intéressant. Puis je pense que de se concentrer dans ces collaborations interprofessionnelles-là sur la prévention de la maladie, la promotion de la santé, c'est vraiment l'avenir. Et puis, nous, on s'inscrit là-dedans dans comme un engrenage dans un très gros système en ce moment. On essaie de faire la différence, on essaie de s'impliquer auprès de nos patients du mieux qu'on peut, puis de créer ces relations-là, de créer ces collaborations interprofessionnelles-là. Ça demeure un défi. Puis nous, le mieux qu'on peut se faire, c'est d'accompagner nos patients au meilleur de nos connaissances. Oui, ça c'est fondamental. Mais est-ce que tu as des collaborations étroites avec des GMF ou des cliniques médicales qui sont... On a une collaboration avec une clinique médicale, un GMF, puis une clinique privée. Donc, c'est des collaborations informelles plus que formelles. On connaît les médecins qui y travaillent, on peut leur référer des gens quand ils sont orphelins. Les gens, s'ils ont des médecins qui sont pas nécessairement ouverts, qui connaissent pas bien, après ça, on peut référer ces gens-là à des médecins qui ont un petit peu plus d'expertise dans ce domaine-là. Donc, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. C'est un problème de santé que je trouve qui est encore très, très méconnu au niveau des professionnels de la santé. Puis, on va avoir des gens qui vont rentrer dans notre bureau qui sont plus que candidats pour avoir de la médication, qui sont dans des IMC de 40, puis qui vont avoir discuté avec leur médecin, puis qui vont pas avoir eu d'ouverture pour utiliser des molécules. La pharmacie devient des cliniques. Depuis la pandémie, on voit vraiment un processus qui tend vers ça. On a vraiment un virage. Moi, c'est ce que je vivais. Je viens tout juste de vendre ma pharmacie, comme tu sais. À mes deux anciens associés que j'ai adorés. Ça a été une expérience phénoménale d'être propriétaire pendant 29 ans. C'est ce qu'on observait. Là. Il y a vraiment un virage qui est en train de se tendre. On vient... je pense qu'en tant que profession, on prend qu'est-ce qui nous est offert au niveau législatif. On prend qu'est-ce qui est le besoin puis les enjeux dans le système de santé. On vient essayer de mettre en commun notre expertise avec ces considérants-là pour faire en sorte qu'on se place à l'endroit où on a le plus de valeur. On se place à l'endroit où est-ce qu'on va être capable de rattraper les gens qui tombent entre les cracks du système, d'être capable de répondre à des besoins qui sont non répondus par le système actuel en y mettant notre expertise à nous. Je pense que c'est très facile de s'éparpiller dans ce contexte-là parce que les besoins sont tellement grands. En fait, on pourrait faire on pourrait avoir l'argument que les besoins dans le système de santé, c'est infini. Plus il y a d'accès, plus il y a les besoins qui se créent. Donc, nous, je pense que c'est très important de garder le focus, de garder notre esprit concentré sur notre rôle de coach du médicament, d'accompagner les gens dans leur prise de médication, puis de les conseiller dans leur santé globale au meilleur de nos connaissances. Ça nous permet de rayonner. C'est tous ensemble. Donc, si on parle un petit peu de la neurophysiologie des LGP1, tu touches à quoi exactement? C'est quoi l'essence de toute cette neurophysiologie? J'ai pris cet angle-là parce que je trouvais ça vraiment intéressant de comprendre comment ces molécules-là fonctionnent fondamentalement. Ça a été toute une boîte de Pandore parce que c'est des mécanismes qui sont vraiment plus complexes que je m'attendais, malgré que ce soit un seul récepteur qui semble être impliqué dans les mécanismes d'action de ces molécules-là. Il reste qu'on vient mimer une hormone qui est endogène, qui a des effets vraiment pléiotropes, donc plusieurs effets au niveau du système. Il y a des récepteurs pour ces hormones-là qui sont partout dans le corps. Donc, quand on vient mimer l'effet d'une hormone comme ça, puis qu'on vient le faire à un niveau vraiment supraphysiologique, là, qui peut être 100 fois plus puissant que l'hormone endogène, on vient voir des effets qui sont vraiment intéressants à différents niveaux de notre organisme, puis au niveau du système nerveux central. Donc, de comprendre comment est-ce que ces molécules-là ont accès au système nerveux, à quel endroit dans le système nerveux ils vont venir avoir leur impact bénéfique, leur impact délétère, puis de comprendre qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'approche vers les aliments qui sont hyper savoureux.
l'approche vers l'approche où comment est-ce qu'on dit ça? Comment est-ce qu'on va éviter certains aliments aussi? Là. Comment donc, le patient va peut-être moduler ses changements d'habitude alimentaire 100% en prenant ces molécules-là, parce qu'il va avoir il va ressentir une différence au niveau de à quel point, pour prendre un anglicisme, là, la palatabilité des aliments, là, donc à quel point les aliments sont savoureux. Puis quand il va les croiser dans son environnement, que ça va faire des cues d'apport alimentaire, bien, ça va venir diminuer le désir d'avoir des aliments hyper savoureux. Puis ça va venir diminuer la récompense associée à l'ingestion de ces aliments savoureux-là aussi. Puis ça va, de façon générale, réduire l'appétit pour tout type d'aliments de par plusieurs différents mécanismes qu'on va explorer tantôt. Donc, c'est vraiment plus complexe que ce que je m'y attendais. J'ai hâte de t'entendre. C'est vraiment des molécules d'avenir. Hein? Puis je me rappelle ça va changer le monde. Exactement. Puis c'est pour ça qu'il y a un engouement extraordinaire. Mais on a besoin des pharmacies justement pour faire le bon coaching de l'usage de ces médicaments. Ça va devenir extrêmement populaire. Est-ce que tu aurais peur que ce soit trop? Est-ce que tu vois l'envers de la médaille? J'ai de la misère à me projeter. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact en tant que société? Je pense que il y a un engouement en raison du fait qu'on sait à quel point les aliments ultra transformés sont une problématique de santé, c'est une épidémie de santé populationnelle. Puis le fait d'avoir une réduction de l'apport de ces aliments-là, qu'ils prennent moins de place, que les gens soient capables de gérer leur poids de façon plus efficace. On sait tous les bénéfices que ça va avoir pour notre système de santé. Oui. Mais après ça, est-ce qu'il y en a qui vont critiquer que c'est la solution facile? Il y en a qui vont critiquer que peut-être qu'il y a quelque chose dans notre biologie innée qu'on vient court-circuiter qui peut peut-être mener à des effets indésirables à plus long terme. Malgré que ça fait déjà 20 ans qu'on utilise des agonistes de GLP-1, les plus puissants, les plus nouveaux, on a peu de recul dessus. Donc, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir. On sait qu'il y a déjà un Nord-Américain sur 10 qui est sur ces molécules-là ou qui les a déjà utilisées. Puis ça semble pas causer de problèmes majeurs au niveau de la sécurité. Donc, je reste optimiste. C'est certain que ça va colmater les dommages collatéraux que ça peut en fait engendrer, autant pour l'individu que les dommages collatéraux pour la société, puis la productivité. Tu sais, quelqu'un qui est, par exemple, obèse, morbide, il ne peut plus pratiquement sortir de chez lui. Là. Tu sais, il y a des réalités dans le quotidien qui sont quand même assez affolantes et effrayantes. Totalement. Puis même à des niveaux qui sont moins, où la morbidité est un peu moins importante, les gens qui sont en surpoids, ils vont avoir des impacts sur leur qualité de vie malgré qu'ils ne développent aucune maladie chronique, malgré qu'ils vont être capables de faire leurs activités du quotidien quand même. C'est un fardeau qu'on porte qui va venir réduire notre productivité, qui va venir réduire notre qualité de vie que d'être en surpoids, définitivement. Là. Donc, au-delà de l'impact sur la gestion des maladies, qu'on sait qu'il va être énorme, puis que ces molécules-là viennent baisser les taux d'hospitalisation, les taux de morbidité par rapport aux maladies cardiovasculaires, les maladies rénales, les maladies métaboliques. On sait que même à plus bas niveau, que d'améliorer la qualité de vie des gens de par la gestion de leur poids, là, c'est un objectif qui est très louable. Là. Merci Jean-Christophe. Merci à toi Brigitte, ça m'a fait vraiment plaisir. Tu te gênes pas? On se reprend parce qu'il y a un sujet que j'aimerais beaucoup aborder avec toi, c'est l'intelligence artificielle. 100%. Parce que ça, on sait aussi, c'est quelque chose qui arrive à grands pas. TGV, il arrive dans le domaine de la santé. Totalement. All right. Merci Brigitte. Bye. Bonne journée.